Depuis plus de 30 ans, aucun pilote féminin n'a pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1. 30 ans. Et pourtant, le règlement n'interdit absolument pas aux femmes de courir. Elles peuvent obtenir une super licence, signer un contrat et s'aligner sur la grille exactement comme n'importe quel autre pilote. Alors si, sur le papier, rien ne bloque officiellement, pourquoi n'en voit-on jamais? Qu'est-ce qui manque vraiment pour franchir ce dernier palier? Avant de creuser, si tu découvres la chaîne, pense à t'abonner maintenant. Ici, on va au-delà des simples images de course. On analyse l'envers du décor, les décisions, les budgets et les mécanismes qui façonnent réellement le sport. Ça ne te coûte rien, et ça nous aide à produire encore plus de contenu de qualité. Merci. Depuis 1950, la Formule 1 a vu 786 pilotes tenter au moins un Grand Prix. Parmi eux, seulement 5 femmes, soit environ 0,6%. Une proportion presque invisible qui montre à quel point l'accès a été rare. La dernière à avoir réellement essayé d'entrer sur la grille est l'Italienne Giovanna Amati en 1992. Elle a tenté 3 qualifications, échoué à 3 reprises, puis été remplacée par un jeune Britannique débutant, Damon Hill, qui deviendra champion du monde en 1996. Depuis cet épisode, aucun autre pilote féminin n'a pris le départ d'un Grand Prix. La tentative la plus proche ensuite remonte à Susie Wolff, qui a participé à des séances d'essais libres en 2014 et 2015 avec Williams. Elle n'a jamais disputé un Grand Prix, mais sa présence était déjà un symbole. Ironie du destin. Elle est aujourd'hui directrice générale de la F1 Academy, un programme officiel soutenu par la Formule 1 pour former et accompagner de jeunes pilotes féminines. C'est peut-être le premier vrai signal que quelque chose change enfin. Alors la question est simple, mais la réponse est complexe. Si les portes sont techniquement ouvertes, pourquoi personne ne les franchit? Nous allons analyser les raisons historiques, les exigences physiques, le coût astronomique de la filière, la culture d'un milieu presque exclusivement masculin, et surtout, la manière dont ces barrières sont aujourd'hui attaquées une par une. Parce qu'en réalité, l'obstacle n'apparaît pas en Formule 1. Il se met en place bien avant, dès l'enfance, au karting, à travers les budgets et les opportunités. Pour la première fois, une structure a été pensée pour corriger ces inégalités dès la base. Si elle fonctionne, si le financement tient, et si la visibilité continue de progresser, alors oui, une femme en Formule 1 n'est plus une question de si, mais de quand. Pour comprendre pourquoi il n'y a pas de femmes en Formule 1 aujourd'hui, il faut revenir aux premières qui ont réussi à atteindre ce niveau. La toute première s'appelait Maria Teresa de Filippi en 1958. À l'époque, le sexisme n'était pas caché, il était assumé publiquement. Elle a disputé 3 grands prix avec comme meilleur résultat une 10e place, ce qui était respectable pour l'époque et pour la voiture qu'elle pilotait. Pourtant, lorsqu'elle tenta d'entrer au Grand Prix de France, elle fut refusée par le directeur de course qui déclara que le seul casque qu'une femme devrait porter est celui du coiffeur. Une citation authentique qui montre que la vraie barrière, ce n'était pas le talent, mais la mentalité. Derrière elle, une autre pilote allait laisser une petite trace dans l'histoire, Leila Lombardi, en 1975. Lors du Grand Prix d'Espagne, un accident tragique provoqua l'arrêt de la course avant la distance réglementaire, ce qui entraîna l'attribution de seulement la moitié des points. Lombardi termina dans les points et reste à ce jour la seule femme à avoir marqué en Formule 1, avec un demi-point. Ce n'est pas beaucoup sur le papier, mais symboliquement, c'est immense. Il y eut aussi Divina Gallica, ancienne capitaine de l'équipe britannique de ski, preuve que certains profils viennent de parcours athlétiques très variés. Elle tenta 3 fois de se qualifier à la fin des années 1970, sans succès. Désirée Wilson suivit, avec une expérience très limitée en Formule 1, mais un palmarès solide en sport automobile, notamment en endurance. Et enfin, Giovanna Amati en 1992, la dernière à avoir essayé d'accéder à une grille de départ, avant d'être remplacée par Damon Hill. Mais le chiffre est là, implacable. 5 femmes en 74 ans d'histoire, contre des centaines d'hommes. C'est trop faible pour penser que ce soit juste une question de talent. Ces rares opportunités montrent qu'à cette époque, il fallait un mélange improbable de courage, de contact et de circonstances pour seulement s'approcher de la F1. Et même lorsque des opportunités apparaissaient, l'environnement n'était pas conçu pour les accueillir. Pas de filière adaptée, pas de soutien financier, peu de reconnaissance médiatique. C'est une histoire de portes entr'ouvertes, mais jamais réellement accessible. Alors, si l'histoire ne les a pas aidés, peut-être est-ce le physique qui bloque? C'est justement ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui. L'un des premiers arguments avancés lorsqu'on parle d'une absence de femmes en Formule 1 concerne la dimension physique. C'est vrai, piloter une voiture de F1 impose des contraintes extrêmes.
Dans les virages les plus rapides, lors des freinages les plus violents et dans certaines chicanes, un pilote peut encaisser entre 4 et 6 G de manière répétée. Cela signifie que son corps, sa tête et surtout son cou ressentent plusieurs fois leur poids réel. C'est la raison pour laquelle les pilotes ont des muscles cervicaux impressionnants. Le simple fait de maintenir la tête dans un virage longue durée demande une force et une résistance que très peu de sportifs possèdent hors de l'élite. Sur ce point, il faut être honnête. En moyenne, à 18 ou 19 ans, un homme aura une masse musculaire supérieure, surtout au niveau du haut du corps et de la nuque. Ce n'est pas une opinion, c'est la biologie. Cela donne l'impression d'une barrière naturelle, comme si les femmes n'étaient pas faites pour supporter ces charges. Mais cette vision oublie quelque chose d'essentiel. Le corps humain s'adapte. Le renforcement musculaire ciblé, l'entraînement progressif, le cardio, le travail sous contrainte, tout cela se développe. Ce n'est pas un talent inné, c'est le résultat d'années d'entraînement. Et si l'intensité choque parfois, il faut comprendre la nuance. Les images qui circulent montrant 51 G subis lors d'un impact sont issues de crash exceptionnels, pas du pilotage en lui-même. La plupart des tours se situent dans des valeurs soutenables, mais répétées. Cela nécessite une préparation de très haut niveau, mais rien qui soit biologiquement impossible pour une femme. L'exemple est déjà visible dans d'autres disciplines. Aviation de chasse, rallye, moto, sport de vitesse. Certaines athlètes supportent déjà des contraintes proches dans d'autres environnements. Il faut aussi rappeler une réalité peu connue. Dans le cockpit, les plus petits pilotes sont souvent avantagés. Leur masse corporelle est plus faible, leur gabarit plus facile à intégrer dans la monocoque, et le centre de gravité est légèrement optimisé. Sous cet angle, certaines caractéristiques physiques féminines peuvent même être des atouts, et non l'inverse. La limite, ce n'est pas le corps, c'est l'entraînement, le budget pour y accéder, et le temps passé en voiture. En vérité, l'argument physique n'est pas un mur. C'est une mention en bas de page d'un problème beaucoup plus large. Ce n'est pas ici que les carrières se bloquent. La plupart des pilotes masculins n'étaient pas prêts physiquement à 16 ans non plus. Ils l'ont simplement appris parce qu'ils avaient les moyens et le temps de le faire. Alors si ce n'est pas le corps, où se situe la vraie barrière? Pour le comprendre, il faut regarder le nombre de places et les opportunités rarissimes qu'offre la Formule 1. Même si le physique peut être maîtrisé, un autre obstacle se dresse immédiatement, le nombre de places. En Formule 1, il n'existe que 20 sièges sur la grille, répartis entre 10 équipes. C'est incroyablement peu. Lorsqu'un pilote arrive en F2, on dit souvent qu'il est à la porte de la Formule 1. Mais entre cette porte et la poignée, il y a une foule de concurrents. Chaque année, plusieurs champions ou vice-champions de F2 ne trouvent aucune place en F1. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce que toutes les chaises sont prises. Il faut attendre une retraite, un départ ou une crise interne. Parfois, rien ne se libère pendant 1 ou 2 saisons. Historiquement, le sport automobile est aussi un milieu majoritairement masculin depuis ses débuts, ce qui crée un cercle vicieux. Moins il y a de femmes, moins on en imagine à ces postes, moins on leur propose d'opportunités, et moins elles sont visibles. C'est un biais d'accès. Les programmes jeunes pilotes, les académies d'écurie, les sponsors privés, les réseaux de managers, tout cela s'est construit autour d'hommes depuis des décennies. Les femmes qui progressent ne sont pas moins talentueuses. Elles sont moins nombreuses dans la filière à cause de ces choix structurels dès l'enfance. Ces dernières années, pourtant, les mentalités évoluent. L'audience féminine ne cesse d'augmenter, portée par les réseaux sociaux et par des séries documentaires qui mettent en lumière les coulisses de la discipline. Les équipes, la FIA et la F1 elle-même ont compris que fermer la porte reviendrait à ignorer un potentiel énorme, et une partie importante du public. Pour la première fois, la représentativité devient un argument stratégique. C'est d'ailleurs ce constat qui a conduit à la création de programmes comme la W-Series, puis de la F1 Academy, une structure officielle conçue pour offrir du temps de piste, de la formation et de la visibilité à de jeunes pilotes féminines. Autrement dit, le système essaie enfin de résoudre un problème qu'il a lui-même créé. Mais cela reste récent. Les championnes d'aujourd'hui sont nées dans un monde qui n'offrait pas encore ce soutien. Le problème, en réalité, ne se limite pas à être assez talentueuse. Il faut être dans le bon baquet, au bon moment, sur la bonne saison, avec les bons résultats, et surtout, avec le financement nécessaire pour continuer à progresser. Car dans le sport auto, le talent seul ne suffit jamais. Sans budget, même les meilleurs disparaissent avant d'approcher la F1. Et c'est là que se trouve la barrière la plus haute, la plus froide et la plus implacable, l'argent. Plus on monte en niveau, plus les coûts explosent. Sans capital, sans sponsor et sans réseau, la filière s'arrête avant même d'avoir commencé. Alors, si les places sont rares, et que seules celles ou ceux qui peuvent payer pour rester dans la course survivent,
Que se passe-t-il quand tu es minoritaire et que tu dois convaincre des investisseurs? C'est maintenant que la réalité frappe. Lorsque l'on se demande pourquoi si peu de femmes arrivent en Formule 1, il faut regarder de près la barrière la plus implacable du sport automobile, l'argent. Contrairement à d'autres disciplines, où un jeune talent peut progresser grâce aux résultats et à l'entraînement, la filière du sport auto exige des budgets colossaux dès l'enfance. Le karting international, nécessaire pour se faire repérer, peut coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros par saison. Et plus on monte, plus les prix s'envolent. Une année en Formule 4, la première étape du monoplace, se chiffre souvent entre 100 000 et 300 000 euros. Une saison en FRECA ou équivalent escalade encore. Et lorsqu'on atteint la Formule 3, les budgets flirtent régulièrement avec le million d'euros. En Formule 2, dernière marche avant la F1, les coûts peuvent dépasser 2 à 3 millions. Et tout cela, sans aucune garantie de débouché. Ce financement n'est pas payé par les équipes. Il provient des familles, des sponsors, de partenaires privés et parfois de programmes officiels. Il ne suffit pas d'être talentueux, il faut être soutenu. Or, convaincre un investisseur de financer un parcours qui ne compte presque aucun précédent féminin est un pari risqué à leurs yeux. Moins de visibilité historique signifie moins de confiance, moins de médias, moins de retour marketing, et donc moins de budget. C'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de femmes en F1 parce qu'on n'investit pas sur elles, et on n'investit pas sur elles parce qu'il n'y a pas de femmes en F1. Pire encore, beaucoup de carrières se terminent simplement faute de moyens. De jeunes pilotes prometteurs, hommes ou femmes, abandonnent chaque année parce qu'ils ne peuvent plus suivre le rythme financier. Et lorsqu'une opportunité rare se présente, certaines équipes attendent que le pilote apporte aussi un apport financier ou un sponsor personnel pour combler leur budget. C'est la réalité d'un sport où la performance ne se mesure pas qu'au chrono, mais aussi au compte bancaire. La W-Series, puis la F1 Academy, ont justement tenté de casser ce schéma. La W-Series finançait la plupart des coûts, offrant une chance à des pilotes talentueuses sans fortune derrière elles. Mais le problème, c'est que ces voitures n'étaient pas au niveau de la Formule 3 FIA, et qu'aucune passerelle directe n'était réellement garantie. Résultat, la série n'a pas convaincu les investisseurs et a fini en liquidation en 2023. Dans un sport où chaque saison demande plusieurs millions, le moindre manque de financement coupe net l'ascension. La F1 Academy, elle, adopte une approche différente. Les voitures sont plus proches du standard FIA, les équipes sont expérimentées, et chaque pilote bénéficie de davantage de temps en piste, ce qui est crucial pour progresser. En s'associant directement aux équipes de Formule 1 et en organisant ses courses lors des mêmes week-ends, le programme donne enfin de la visibilité là où l'argent se décide, dans le paddock. C'est peut-être la première fois qu'une structure pense le problème en amont, et non après coup. Mais malgré ces avancées, la barrière financière reste la plus sélective. Elle écrase des carrières entières, hommes comme femmes, avant qu'elle n'ait le temps d'être évaluée sur le talent. Et pour une minorité encore peu visible, les difficultés sont décuplées. Alors même si de nouvelles portes s'entr'ouvrent, il reste un obstacle moins visible mais tout aussi important. La culture, les mentalités et les habitudes héritées du siècle dernier. Dans un milieu historiquement masculin, convaincant, exclusif et conservateur, la question n'est pas seulement « peut-elle piloter ?», mais « va-t-on lui faire confiance et à quel prix ?» Au-delà de la performance et du budget, il existe un obstacle moins visible, mais tout aussi déterminant, la culture du sport automobile. Pendant des décennies, la course a été présentée comme une activité d'hommes. Les jouets, les publicités, les jeux vidéo, les modèles de réussite. Tout ce qui inspire une vocation à 8 ans se construisait autour de pilotes masculins. Résultat, très peu de filles entrent dans le karting dès l'enfance, alors que c'est justement le moment crucial où se détectent les futurs talents. Sans base de pyramide, difficile d'en espérer le sommet. En grandissant, cela se renforce. Beaucoup de jeunes pilotes féminines témoignent encore de comportements condescendants, de doutes permanents sur leurs capacités ou de la pression supplémentaire d'avoir à prouver 2 fois plus pour être considérées comme égales. Ce n'est pas que la porte soit verrouillée, elle est entourée de regards sceptiques. Et comme dans tout milieu fermé, plus la minorité est petite, plus elle doit convaincre. Quand un garçon performe mal, on dira qu'il manque d'expérience. Quand une fille performe mal, certains diront qu'elle confirme un stéréotype. Cela crée une pression mentale supplémentaire que les données brutes ne racontent pas. Et puis il y a le marketing. Dans la logique traditionnelle des sponsors, investir dans un pilote, c'est investir dans un visage, une visibilité, une identité. Pendant longtemps, les marques ont hésité à parier sur des femmes simplement parce qu'il n'y avait pas de précédent solide. Pas de championne à citer, pas de comparaison historique, pas de modèle médiatique. Les investisseurs adoraient la certitude.
Les pilotes féminines, malheureusement, ne représentaient que l'inconnu. Et dans un sport où l'argent décide qui roule, l'inconnu ne monte pas souvent dans la voiture. Heureusement, les choses changent. La popularité de la Formule 1 auprès du public féminin explose grâce aux réseaux sociaux et au contenu documentaire. Pour la première fois, le paddock voit arriver des fans plus jeunes, des familles et beaucoup plus de spectatrices. L'image du sport évolue. Des ingénieurs, des analystes, des mécaniciennes montrent qu'une équipe ne se résume pas à 2 pilotes. Cette diversité inspire, normalise et ouvre la voie aux générations suivantes. Un changement de mentalité, même lent, finit toujours par atteindre la piste. Mais il faut rester lucide. Malgré ces progrès, une jeune pilote qui gravit la filière monoplace se heurte encore à des habitudes vieilles de 60 ans. Le talent, la préparation et la détermination ne suffisent pas si les structures ne suivent pas. C'est précisément pour cela que des programmes dédiés sont apparus, non pas pour séparer, mais pour équilibrer l'accès. Donner du temps de piste, un environnement professionnel et la crédibilité qui manque quand on démarre seul dans une filière construite sans vous. Et parmi ces programmes, un en particulier concentre aujourd'hui les attentes. Une initiative officielle, liée aux équipes de Formule 1, pensée pour la progression réelle et non pour la vitrine. Une passerelle qui n'existait pas il y a encore quelques années. Pour comprendre comment la situation pourrait vraiment changer, il faut maintenant s'intéresser à la filière moderne et à ce que la F1 Academy tente de construire. Pour qu'une pilote atteigne la Formule 1, il faut d'abord gravir ce qu'on appelle la pyramide des monoplaces. Tout commence par le karting, souvent dès l'âge de 6 ou 7 ans, puis se poursuit avec la Formule 4 nationale, avant de passer par la Formule régionale, la Formule 3, puis la Formule 2. À chaque étage, le niveau augmente, les voitures deviennent plus rapides, les budgets explosent et les erreurs coûtent plus cher. Ce parcours n'a rien d'automatique. Même des pilotes masculins talentueux, champions de F2, n'ont jamais trouvé de volant en F1. Ce n'est donc pas seulement une question de compétences, mais de timing, de résultats continus et de financement stable. Pendant longtemps, les pilotes féminines progressaient au sein de cette pyramide sans soutien spécifique, ce qui les laissait souvent bloqués entre la F4 et la F3, là où les budgets deviennent gigantesques. C'est exactement le vide que tente de combler la F1 Academy. Créée par la Formule 1 et dirigée par Suzy Wolff, elle réunit des équipes professionnelles reconnues, comme Carlin, ART ou Prema, et donne du temps de piste, du coaching, de la visibilité médiatique et un environnement technique similaire à celui de la filière masculine. Contrairement à la W Series, ce programme est connecté directement à l'écosystème F1, ce qui change tout. Depuis 2024, chaque équipe de Formule 1 soutient officiellement une pilote en F1 Academy. Cela signifie livrer aux couleurs de l'écurie, présence sur les week-ends Grand Prix, visibilité dans le paddock et interaction directe avec les décideurs. Pour la première fois, les pilotes féminines roulent devant ceux qui peuvent réellement changer leur avenir. Et cet élément est crucial. Avant, un talent pouvait passer inaperçu pendant des années simplement parce qu'il évoluait dans des catégories peu médiatisées. Parmi les profils actuels les plus observés, on retrouve par exemple Abby Pouling, soutenue par Alpine et sacrée championne F1 Academy en 2024, ou Marta Garcia, qui a remporté la première saison en 2023 avant de progresser vers une structure supérieure. Ces pilotes prouvent que lorsque les conditions d'accès sont équitables, les résultats suivent. Et d'autres talents émergent également, poussés par ce nouvel écosystème qui n'existait pas pour les générations précédentes. La différence principale entre la W Series et la F1 Academy se situe ici. La W Series formait une catégorie à part, isolée du système FIA, et son manque de passerelle concrète l'a condamnée économiquement. A l'inverse, la F1 Academy s'insère dans la pyramide existante, et son objectif affiché est de faire monter ses meilleurs pilotes dans des championnats FIA, puis, potentiellement, en F3 et en F2. En d'autres termes, elle ne crée pas un monde parallèle. Elle ouvre la porte du même monde à plus de monde. Évidemment, tout cela ne garantit pas automatiquement une place en Formule 1. La sélection reste féroce, les budgets continuent d'être énormes et les places sur la grille ne se libèrent pas tous les ans. Mais pour la première fois, un système institutionnel tente d'équilibrer les chances. La visibilité augmente, les sponsors découvrent un marché qu'ils ignoraient et l'effet d'inspiration descend jusque dans les clubs de karting. Une génération de jeunes filles va grandir en voyant des pilotes féminines à la télévision, dans les paddocks et en tenue d'écurie. Et dans un sport d'aspiration, cela change tout. Alors, à la grande question, verra-t-on une femme en Formule 1? La réponse dépend moins du présent que des années qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, enfin, le chemin existe. Il reste difficile, exigeant et coûteux, mais il n'est plus invisible. Et quand un chemin existe, quelqu'un finit toujours par l'emprunter. Alors, est-ce qu'on verra un jour une femme en Formule 1?
Sur le plan réglementaire, rien ne s'y oppose. Sur le plan physique, l'argument ne tient plus face à la préparation moderne et aux exemples venus d'autres disciplines extrêmes. Sur le plan du talent, la filière actuelle commence enfin à produire des pilotes féminines capables d'atteindre la Formule 3, voire au-delà. Mais les vraies barrières, celles qui ont façonné 70 ans d'exclusion silencieuse, se situent dans le financement, la culture et l'accès précoce aux opportunités. Et pour la première fois, ces verrous sont en train de se desserrer. Les sponsors découvrent un public féminin massif, les écuries s'impliquent, la F1 Academy crée des passerelles visibles, et les jeunes filles voient enfin des modèles qui leur ressemblent dans le paddock. Dans un sport d'aspiration, cela compte autant que 10 chevaux vapeur. Reste la question du temps. La Formule 1 est une échelle difficile à gravir, même pour les meilleurs. Il faut des années de formation, des budgets gigantesques et une constance presque inhumaine. Même les pilotes masculins les plus talentueux peuvent passer à côté d'un volant pour des raisons politiques, contractuelles ou simplement de timing. C'est pour cela qu'il faut être honnête. Nous ne verrons probablement pas une femme en F1 demain matin. Mais si la trajectoire actuelle se maintient, si les équipes continuent d'investir dans la filière, si la visibilité progresse et si les passerelles vers la FIA F3 et F2 fonctionnent, alors un horizon crédible se dessine sur 5 à 10 ans. Et le jour où les catégories inférieures compteront plus de pilotes féminines, il n'y aura plus rien d'exceptionnel à en voir une gravir l'ultime marche. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Formule 1 n'est pas en retard par nature. Elle est en retard pour des raisons historiques, financières et culturelles. Et un retard, ça se rattrape. À mesure que la base de la pyramide se diversifie, le sommet finira par changer lui aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, la future pilote de F1 est en train de faire du karting quelque part, inspirée par une image, une course ou un casque rose aperçu dans un paddock. Et peut-être qu'un jour, on dira que tout a commencé avec cette génération. Si tu veux suivre cette évolution, abonne-toi maintenant. Sur cette chaîne, on analyse ce qui se passe derrière les caméras, dans les paddocks, dans les budgets et dans les coulisses du sport automobile. Et si tu veux aller encore plus loin, clique sur les vidéos qui apparaissent à l'écran. Tu découvriras les secrets, les anomalies et les histoires qui ont façonné la Formule 1 moderne. On se retrouve là-bas.